Bienvenue dans ce nouveau webinaire que j'ai le plaisir d'organiser avec notre partenaire historique, CFDP, partenaire historique qui s'occupe de votre protection juridique au titre de votre adhésion AGA. Pour m'accompagner aujourd'hui pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Leballan-Hulot et Milad Rouy, pardon. Oh là là, décidément, ça commence mal ce matin. Désolée. Je vais vous appeler par vos prénoms, ça ira plus vite. Donc, bienvenue Aurélie et Milad dans ce webinaire où on va parler aujourd'hui contrat de fournisseurs, téléphonie, location de matériel, Internet. Comment les agents généraux peuvent faire pour lire entre les lignes et pas se faire avoir lorsqu'ils signent un contrat qui peut parfois coûter cher ou lorsqu'il est reconduit également. Donc, merci à vous deux d'être présents à nos côtés. Et puis, je vous laisse la parole. C'est Milad qui va introduire le sujet. Et puis, je n'hésiterai pas à vous poser les questions des agents qui, je pense, vont être nombreuses. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation. Donc, comme vous l'avez évoqué, donc aujourd'hui, le sujet, alors que normalement, vous devez voir en fond mon PowerPoint. Donc, le sujet, c'est la vie de l'agence, téléphonie, Internet et location matérielle. L'idée est d'éviter les pièges qui coûtent très cher. Dans le cadre de l'exercice de votre profession, vous êtes amené à signer de nombreux contrats, notamment liés aux moyens de communication, nécessaires à l'exercice de votre développement, mais également à assurer donc le bien-être et la vie au global au sein de l'agence. À ce jour, et avec l'explosion des offres commerciales tout en un, que ce soit la téléphonie, le copieur, le logiciel, la climatisation ou bien même les véhicules, la faible lisibilité des contrats, donc qui deviennent un peu plus complexes, employant des caractères toujours plus petits, font naître en gros de plus en plus de litiges. L'objectif de cette présentation, de cette rencontre, pour nous, sera de vous fournir des astuces et des clés afin d'éviter d'être pris au piège dans ce dédale contractuel. Dans ce contexte, je laisse Aurélie présenter la première partie. Donc, bonjour à tous. Pour ma part, je vais vous présenter la durée et les difficultés au niveau de la durée et de l'engagement que vous prenez pour tout ce qui est téléphonie, Internet, etc. Donc, outre le prix de la prestation, le critère le plus déterminant en général est la durée du contrat. Très souvent, les contrats ont une durée minimum de 36 mois, voire plus. On peut aller parfois jusqu'à 5 ans, ce qui peut être énorme. Et du coup, ce qui est possible de faire, ce serait de négocier au maximum des périodes plus réduites, exemple 24 mois, en faisant jouer la concurrence. Parce qu'il faut savoir que quand votre contrat est reconduit au-delà de cette période, il est reconduit pour la même durée de manière ferme. Très rares sont les contrats qui sont reconduits annuellement, d'année en année. Donc, ça peut être très gênant si, par exemple, vous décidez d'arrêter la profession ou si vous partez à la retraite parce que vous avez cette durée d'engagement qui est ferme. Et Aurélie, comment ça se passe d'ailleurs si l'agent est en poste, a signé un contrat avec un prestataire? Comment ça se passe justement pour le repreneur? Il est obligé de reprendre en l'état ou il a le droit d'arrêter le contrat? Alors non, ça se négocie. En fait, dans les contrats, vous allez voir, il y a généralement dans les conditions générales, il y a une clause qui s'appelle cession. Et là, vous allez pouvoir déjà voir dans les conditions générales si une cession est possible ou non, avec l'accord du prestataire. Et si c'est possible, ensuite, ça se négocie dans le cadre de la cession du fonds. Voilà. Et Milad va vous l'expliquer tout à l'heure, il me semble, si je ne me trompe pas. Pardon. Oui, non, mais c'est rien, au contraire. Les questions sont les bienvenues. La différence c'est là où on voit aussi la différence entre le professionnel et le particulier, c'est que généralement, le particulier va faire son engagement sur 24 mois ou sur 12 mois et ensuite, il peut résilier à tout moment. C'est ce qu'on voit de manière très, très générale, alors que le professionnel, pas du tout. Il est vraiment obligé de repartir sur la même durée. Donc, il faut vraiment faire attention dans la durée du contrat, dans les conditions générales, en petites lignes, ce qui est indiqué. D'accord? Donc, il y a les conditions particulières que vous avez qui indiquent la période sur laquelle vous êtes engagé, mais il faut bien penser à vérifier aussi la clause durée dans le contrat. Voilà.
En effet, parce que même si parfois on peut se dire oui, mais la téléphonie, c'est pas forcément dans le domaine, on va dire, de mon activité, eh bien, en fait, si, parce que vous avez besoin de la téléphonie, vous avez besoin d'une connexion Internet pour pouvoir exercer votre profession. Donc, en ce sens, on ne peut pas non plus appliquer le texte du droit de la consommation qui dit, par exemple, que toute personne, un consommateur et toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et le non professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. Donc, la téléphonie, pour vous, c'est vraiment essentiel. Donc, forcément, vous agissez à des fins professionnelles. Donc, vous ne pourrez jamais vous prémunir du droit de la consommation pour essayer de réduire des périodes ou de négocier d'autres choses avec les opérateurs. Voilà. Donc, après, il faut aussi, au moment de la résiliation, enfin, lorsque vous voulez résilier ou ne pas reconduire le contrat, bien vérifier le délai de préavis à respecter. Et sachez également que du fait que vous ne soyez pas considéré comme un consommateur ou un non professionnel pour ce domaine-là, les prestataires n'ont pas l'obligation de vous prévenir dans un délai raisonnable que votre contrat va se reconduire. Vous ne bénéficiez pas de ce droit. Donc, on ne pourra pas l'utiliser pour tenter d'obtenir une résiliation par la suite. Voilà. Donc, Mylène va vous parler maintenant des frais cachés qu'on peut retrouver dans ces contrats de prestation. Oui, alors là, c'est la partie donc, un peu plus économique que juridique, enfin, bien que les deux lectures sont envisageables. Là, au moment de la souscription du contrat, ce qui est important dans un premier temps de bien prendre connaissance, de toute façon, le nerf de la guerre, c'est forcément l'argent. Il faut bien regarder les informations qui sont contenues donc, dans les conditions particulières, parfois de ce qu'on appelle le bon de commande, et les conditions générales du contrat. Parce qu'en supplément du prix de votre forfait téléphonie fixe, mobile, Internet, il est nécessaire, dans un premier temps, d'observer donc s'il y a des frais de mise en service, donc tout ce qui est lié à l'installation, à l'activation de la ligne, etc., etc. En outre, en plus de ces frais-là, vous avez ce qu'on appelle les options. Voilà, donc généralement, vous avez en complément de ces services, parce que comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, vous avez du tout en un. Vous avez potentiellement des propositions donc, concernant une souscription à un contrat de stockage dans le cloud, des contrats de mise en place de serveurs, des numéros supplémentaires, des gestions Internet et aussi tout simplement de ce qu'on appelle la GED, donc la gestion électronique des données. On le sait tous, la personne qui opère le démarchage a tout intérêt à vous proposer un maximum d'options qui viendront sécuriser votre activité. Soyez très vigilants, parce qu'au cumul, les prestations peuvent venir grandement impacter le prix final de vos mensualités. Il en va de même pour les communications hors forfait, et notamment donc, les échanges à l'étranger. Ce que je vous invite à faire, notamment sur la partie GED aussi, c'est une problématique qu'on n'aborde pas souvent, mais dont je vois des litiges naître, c'est qu'il est nécessaire de vérifier si les serveurs et les logiciels des compagnies mandantes sont compatibles avec ceux que l'on va vous proposer. Parce qu'en cas d'échec, si vous ne pouvez pas communiquer les informations et échanger dans les flux extranet, etc., ça va paraître très, très compliqué de pouvoir exercer votre profession. Donc, tous ces éléments participent à l'information nécessaire que vous devez avoir en tête pour prendre une décision. Les frais à terme. À terme, comme les contrats donc particuliers, des frais de résiliation peuvent être appliqués pour la cessation des services. Donc, par exemple, notamment lorsqu'il y a une nécessité d'intervention pour désactiver la ligne. On le voit pour les particuliers, vous l'avez souvent dans les souscriptions de box Internet, vous avez des forfaits notamment de 49 € que l'opérateur suivant peut prendre à sa charge ou pas. C'est pareil dans le domaine des professionnels. Donc, il était très important aussi de pouvoir évaluer ces frais qui normalement donc, doivent être exposés dans les CG. Alors, ils ne sont pas forcément explicités en vous disant ben, voilà, vous aurez tel frais à la clôture, mais on va vous indiquer que ces frais seront présents au terme du contrat. Il sera possible de les contester, donc, à l'inverse, s'ils ne sont pas du tout mentionnés. En outre, le prix global de l'abonnement aura un impact sur les frais de résiliation. Donc, le fait de souscrire toutes les options, etc., toutes les prestations de services, aura donc un grand impact à la fin. Pourquoi ? Notamment, voilà, dans le cas évoqué tout à l'heure par Aurélie, lorsque vous décidez de rompre un contrat de façon anticipée,
En fait, les frais de résiliation seront calculés par rapport aux mensualités restant à couvrir. Je dis une bêtise, vous avez souscrit un contrat en 2022 sur 5 ans, donc qui s'écoule en janvier 2027, par exemple. Si vous résiliez en 2024, en janvier 2024, on va vous demander donc pour la période février 2024 jusqu'à janvier 2027. Donc, ça peut, selon le montant de votre abonnement, si vous êtes à 150 € par mois, chiffrer très, très vite. C'est ce qu'on appelle en gros le prix de l'inexécution, ou si on veut rester un peu plus optimiste, c'est ce qu'on appelle le prix de la liberté. Il arrive encore parfois que cette somme soit majorée d'un montant représentant aussi un pourcentage de cette somme restante. Donc j'aurai un arrêt notamment à vous faire, dont je vous prépare tout à l'heure, qui est très intéressant sur le sujet. Donc, il faut bien se rappeler que, comme un CDD en droit du travail, les contrats à durée déterminée en téléphonie, ça ne seront pas aussi facilement. Je laisse Aurélie prendre la parole sur la prochaine slide. Merci, Ned. Alors, moi, je vais vous parler de la résiliation, justement, et de la cession aussi, du coup, au final. Alors, pour la résiliation, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut bien vérifier les parties des conditions générales pour tout ce qui concerne la résiliation du contrat. Il faudra bien faire attention à la date de la fin de contrat ou de l'échéance annuelle au moment de la résiliation. Regardez le délai de préavis qui s'applique pour bien envoyer le courrier recommandé avant, pour être sûr que justement le prestataire le reçoive dans les temps. Et il faut aussi observer la forme de l'envoi, si ça peut être fait par courriel. Si un courrier simple suffit, mais c'est très, très, très déconseillé. On privilégie toujours des moyens qui permettent de prouver par la suite que vous avez bien adressé la lettre de résiliation dans les temps. Donc, toujours par courrier recommandé, s'ils disent que par voie postale, c'est possible. Et par courriel, mais avec un accusé de réception, c'est l'idéal. Donc, bien vérifier dans les conditions générales parce qu'en général, on va retrouver plutôt la lettre recommandée avec accusé réception. Concernant la cession, donc la question qui était posée tout à l'heure, donc ici, on en parle un petit peu. Donc, voilà. Il y a deux cas de figure au niveau de la cession. Le premier cas qui est possible, qui est moins courant, c'est lorsque c'est le prestataire qui revend l'entreprise ou qui revend le contrat à un autre prestataire. Il faut, en général, ils le font, désolé, sans votre accord. Donc là, il est nécessaire de vérifier dans le contrat si cette cession est possible sans votre accord. À défaut, vous pourrez solliciter la résiliation puisque il y a une partie au contrat qui n'existe plus. Ensuite, vous avez la cession au profit d'un autre agent. Donc, dans le cadre, par exemple, vous partez à la retraite ou vous cessez votre activité et vous souhaitez céder du coup le fonds de votre agence. Là aussi, il faut vérifier dans les conditions générales. Il y a très souvent une partie cession qui indique si c'est possible ou non et s'il faut obtenir l'accord du prestataire. Voilà. Si l'accord du prestataire est nécessaire, il faut la solliciter par écrit. C'est nécessaire. Et en général, ce qui se passe, c'est que le prestataire va proposer un nouveau contrat. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Si vous n'avez pas de questions, Milède va poursuivre sur la partie location. J'avais une petite question, Aurélie. On voit pas mal de choses en ce moment bouger sur justement ces conditions de résiliation, notamment pour les particuliers. En tant que entrepreneurs, c'est le même cadre ou pas du tout? De résiliation simplifiée notamment. Enfin voilà, c'est juste savoir si le domaine particulier et professionnel est bien distinct. Oui, alors le domaine particulier et professionnel est bien distinct. Les particuliers, ça va être possible de résilier en un clic, par exemple, sur les applications, ce qui n'est pas forcément réservé aux professionnels. Donc, c'est là où il faut vraiment regarder les conditions générales du contrat, partie résiliation. Il faut vraiment tout vérifier, se mettre en garde. Ce n'est pas forcément évident, mais regarder à quelle date on a souscrit le contrat, pour combien de temps. Est-ce que c'est des reconductions annuelles ou pour la même période ferme? Donc, bien relever la date, le délai de préavis et adresser le courrier bien avant le début de cette période de délai de préavis. En général, on recommande 3 semaines à 1 mois avant le début de ce courrier, le temps que ça s'achemine correctement et que le prestataire le reçoive dans les temps.
Mais en un clic, c'est très rarement, ça se voit très rarement sur des contrats professionnels. C'est plutôt courrier recommandé avec avis de réception. C'est ça, puis surtout, il y a entrepreneur individuel et entrepreneur individuel. Parce que là, dans le cadre de l'exercice du métier d'agent général, tout ce qui est télécom, Internet, enfin, tous ces domaines-là, on va considérer qu'en fait, en partie de cette profession, il y a du démarchage qui soit dématérialisé via Internet ou téléphonique. Donc, on va vous considérer généralement comme des professionnels. Donc, en fait, pour l'instant, en l'état actuel, hein, je parle, le code de la consommation distingue deux choses. Voilà, c'est le professionnel et le non professionnel. Donc, c'est-à-dire celui qui agit dans le cadre de son activité et un autre qui agit dans le cadre de ses besoins de consommation. Voilà, une téléphonie mobile chez SFR pour un particulier ou Bouygues ou Free, histoire de ne pas me faire citer par l'ARCOM. C'est une chose. C'est une consommation personnelle qui a pour but donc voilà l'utilisation pour contacter ses amis et autres. Dans le cadre d'un professionnel, c'est vraiment pour le démarchage ou les échanges avec les compagnies, etc. Donc là, on reste que sur du pro et donc on n'applique pas dans ce cas-là le code de la consommation en l'état. J'ai une autre question. Est-ce que dans le cadre de la cession vers un autre agent, vous avez déjà eu des cas où le prestataire refuse? Moi, non. Non, moi je ne l'ai pas eu dans le sens où souvent le prestataire, ça l'arrange parce que lui, du coup, il se retrouve avec pendant un certain temps 2 personnes liées contractuellement à son contrat. Donc, c'est-à-dire que pendant la période de reprise par le nouvel agent, il y a une solidarité qui se noue entre les deux. Donc, quoi qu'il arrive, lui, ce qu'il est sûr de garantir, c'est le paiement. Donc, moi, c'est très rare que. Non, je ne l'ai pas vu. C'est très rare qu'il refuse. En revanche, il peut le faire. S'il n'y a pas de clause de cession dans un contrat, c'est pour ça qu'il faut le regarder. S'il n'y a pas de clause de cession, il peut décider de l'accepter ou de la refuser. Là, ce qu'on voit le plus souvent, par contre, ça va être lors d'une session, l'agent qui n'a pas prévenu le prestataire. Et ensuite, il va venir vers nous pour nous dire le prestataire me demande de l'argent, mais j'ai cédé le contrat avec tous les autres contrats au nouvel agent, mais il n'a pas prévenu. Donc, le prestataire, pour lui, le concontractant, c'est l'agent qui est parti. Oui, bien sûr. Donc, c'est là où les litiges naissent en général, c'est que les agents oublient de demander l'autorisation de cession et d'informer le prestataire qu'ils vont céder le contrat. C'est ça. Voilà. Normalement, de toute façon, la cession ne peut être effective que lorsque, déjà, donc, le prestataire est informé, et 2, lorsque l'agent arrivant donne son accord, c'est-à-dire donc signe l'acte de cession du contrat lui-même. Donc, en fait, il faudrait 3 signatures. La signature de l'agent partant, de l'agent arrivant et du prestataire. Voilà. Sinon, à défaut, ça peut être contesté. Ok, j'ai encore une autre question. Du coup, les questions font naître d'autres questions, c'est plutôt bien. À qui appartient le numéro de téléphone vers le téléphone sur IP? Alors là, je ne suis pas sûre que vous puissiez me dire. C'est technique, hein. C'est très technique. Alors, à mon sens, à voir, parce que là, du coup, ça va être une. Est-ce que c'est au prestataire ou est-ce que c'est à l'agent? C'est ça la question, je pense, un peu. Oui, alors à l'agent, je ne pense pas, parce que lui, de toute façon, il est lié par un contrat de prestation de service. Donc, lui, il achète une prestation. En revanche, pour l'IP, à mon sens, ça appartient au fournisseur d'accès. D'accord. Alors, après avoir commencé cédé dans le contrat entre le fournisseur d'accès et l'entreprise de location, mais l'IP, à mon sens, n'appartient pas à l'agence. D'accord. Et après, par rapport à la question de... Pardon, par rapport à la question de tout à l'heure, on me dit merci de votre réponse, car parfois, l'agent sortant a l'obligation, via sa compagnie, de céder son contrat à son repreneur. Donc, voilà. C'était pour ça que la question était posée. D'accord. Mais il ne faut pas oublier de prévenir, de demander quand même l'accord au prestataire, puisque c'est avec lui que le contrat est conclu de base. Oui, parce que ça, en fait, si je comprends bien, en général, c'est mis dans les clauses, mais avec la compagnie. En fait, c'est la clause qui lie du coup l'agent à la compagnie. Et donc là, la compagnie demande de céder le matériel, c'est ça. Sauf que là, en fait, il y a 2 conventions du coup. Convention agent-compagnie, convention agent-prestataire de service. D'accord, ok. D'où l'intérêt, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était un peu le même concept pour les logiciels de communication extranet, etc., voir si c'est compatible. Là, c'est pareil, il faut regarder donc si le contrat que vous allez souscrire avec le prestataire est compatible avec les exigences compagnie. C'est-à-dire qu'il y ait une clause de cession qui soit intégrée
d'office dans le contrat vous liant au prestataire de service ou au prestataire de location de matériel. Et enfin, toujours préciser, excusez-moi, je pose une question et je reviens à une autre, encore une fois, mais on me dit pour préciser, avec Orange, on avait la possibilité de transférer avec l'IP. Comment être sûr de transférer les numéros de l'agence au successeur? Alors là, alors une fois que le transfert est assuré, là, de toute façon, c'est Orange Business qui gère le transfert. Donc là, normalement, Orange prend la tâche du nouvel agent et le nouvel agent est informé en fait de la mise en route du transfert. Et du coup, de l'avenant au contrat qui est indiqué et qui précise la nouvelle identité de l'agent général. Qui reprend du coup les lignes et les identifiants. Après, l'autre moyen d'en être sûr, c'est si vous ne recevez pas de mise en demeure dans les 6 mois suivant la transmission de l'agence, c'est que vous pouvez être sûr que la ligne a été transférée. En général, Orange sont assez diligents là, sur le sujet. Merci, Mylène. Je vous laisse continuer. Plus de questions. Ça y est. Ça marche. Alors, on entame du coup la deuxième partie de cette petite présentation, qui est donc la location. La location, je vous le mets bien en gros, il faut être très vigilant. Location égale vigilance. Pourquoi? Je vous ai fait un joli dessin. Dans la plupart en fait, des schémas qui sont constatés dans le cadre de la location, maintenant on essaie de maximiser le tout en un. Alors, soit vous avez le schéma classique, vous avez une entreprise qui gère donc le tout en un, donc une entreprise qui va percevoir l'ensemble des loyers et qui ensuite va redistribuer vers tous les autres prestataires. Mais en général, on voit ce petit triangle inversé qui s'applique. On a le prestataire commercial d'un côté, ou le prestataire téléphonie Internet, la société de location, qui elle du coup va encaisser les loyers relatifs au matériel, et dans la pointe basse, le client. Donc, comme indiqué, à 3, la problématique, c'est toujours plus compliqué qu'à 2. Parce que dans l'éventualité d'un différend, notamment sur le matériel, une box qui ne marche pas, une imprimante qui cède, il vous sera en fait compliqué de retenir le paiement. Parce que ça, c'est un des premiers réflexes que nous, on constate dans les dossiers de protection juridique, c'est que un matériel ne marche pas, un service est coupé, j'en ai marre, j'en peux plus de ce prestataire, j'arrête tous les paiements. La problématique, c'est que dans ces cas-là, il va y avoir des arguments qui vont vous être rétorqués par les parties opposantes. On va vous dire que la prestation de service, elle, sera exécutée. Bon, votre matériel ne marche pas, mais bon, moi, quoi qu'il arrive, j'ai acheté des données téléphonie, Internet, je les revends, ça fonctionne. Donc, du coup, vous ne pouvez pas m'imputer la responsabilité du propriétaire du matériel ou du locataire du matériel. Donc ça doit être maintenu. Vous devez me régler mes mensualités. Ou l'autre, concernant l'objet du contrat de location. Parce que là aussi, pareil, il faut avoir cette distinction en tête. Parce que parfois, la personne, l'entité qui loue le matériel n'est pas forcément le propriétaire. Lui, son obligation est simplement de vous fournir le matériel, de l'acheter pour votre compte, enfin l'acheter et ensuite de vous le louer. Donc, du coup, si le matériel ne fonctionne pas, dans le cadre des contrats, de toute façon, vous allez le voir à l'onglet obligation des parties, on va vous dire, en tant que titulaire, en tant que détenteur du bien, vous serez considéré dans les droits comme étant le seul propriétaire du matériel et vous êtes donc obligé de réaliser l'entretien et de faire en sorte que tout fonctionne. Donc, du coup, dans ces cas-là, lorsque l'appareil ne marche pas, quoi qu'il arrive, la prestation de location a lieu. Plus que du coup, la prestation financière est réglée par le prestataire, le bien est mis à votre disposition, il vous le loue, point barre. Qu'il marche, qu'il fonctionne, qu'il ne fonctionne pas, ce n'est pas son problème. Lui, c'est je vous le mets à disposition, les loyers doivent être réglés, tout simplement. C'est pour ça qu'aussi dans cette partie, l'essentiel sera de regarder aussi l'obligation d'assurance. Parce que souvent, dans les contrats de location de matériel, on vous indique que vous devez vous assurer le matériel afin que ce dernier fonctionne et qu'au moment de la restitution, celui-ci se trouve dans un état convenable. Voilà.
Donc, dans ces cas, en cas de défaut du matériel, le recours possible, donc en général, c'est lié avec le contrat de maintenance qui sera fourni avec, ou si la panne est plus grave, il faudra envisager un recours aussi contre le fabricant, notamment dans le cadre de la garantie des vis cachées, qu'on peut voir dans les imprimantes, notamment, ou dans le cadre des locations de véhicules. Donc là, le point essentiel de cette petite intervention, c'est qu'il faut savoir en fait avec qui vous devez échanger. Qui sera votre interlocuteur principal afin d'exercer le recours le mieux ciblé et qui vous permettra de ne pas rentrer en violation de vos obligations contractuelles. Car en effet, je tiens toujours à le rappeler, si vous décidez de votre propre chef de retenir l'ensemble des paiements et que le litige va plus avant, on va vous dire très sérieusement que la rétention dans ce cas-là de l'ensemble des loyers est disproportionnée par rapport au litige que vous rencontrez et vous serez dans quasiment 100% des cas sanctionné. Voilà. J'ai une petite question, Milad, sur cette partie-là. Par exemple, l'agent a un contrat en téléphonie sur 3 ans et un contrat de location de matériel sur 5. S'il souhaite résilier, entre guillemets, l'un des deux contrats, quelle période prévaut en fait? Parce que s'il veut résilier notamment la location, la téléphonie qui est sur 3 ans, est-ce que du coup la location s'arrête elle aussi au bout des 3 ans? Absolument pas. Absolument pas, parce que du coup, ce qui prévaut, tout simplement, c'est les dispositions contractuelles. D'un côté, le contrat téléphonie. Contrat téléphonie, on vous dit que c'est 3 ans, donc c'est 3 ans avec le respect du préavis de 1, 3 ou 6 mois. Mais du coup, la location de matériel se poursuivra. Donc, ce qui voudra dire que théoriquement, si vous résiliez le contrat de téléphonie, il va falloir vous rapprocher d'un autre opérateur, mais vous gardez la location de matériel. Ce qui veut dire que, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, les deux délais ne seront pas en adéquation. Vaut mieux signer les deux en même temps, en fait, du coup, sur la même durée, quoi. C'est un peu l'idéal. C'est compliqué parfois, je pense, mais c'est l'idéal. Et c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai eu le cas d'un dossier récemment où, en effet, pareil, j'avais le cas du contrat de téléphonie qui finissait à décembre 2025, mais le matériel qui finissait, voilà, c'était pas très éloigné, c'était à juin 2026. Donc après, là, oui, là, ça va. Après, dans ces cas-là, le jeu, c'est de faire jouer les bonnes relations commerciales avec l'agent, etc. Le passé qui a été sans violence, entre guillemets, sans violence contractuelle, et dire voilà, ce serait bien d'aligner les deux périodes, surtout qu'en général, c'est le même prestataire qui vous propose les deux, et de dire que vous, dans votre cas de figure, le fait que le contrat de location, le fait que le contrat de téléphonie finisse plus tôt, si je résilie tout, j'aurai aucune utilité du matériel, donc du coup, vous allez me facturer une prestation qui n'a aucun sens. Voilà. Après, ça peut se tenter comme ça. Moi, je le tenterai comme ça en tout cas. Mais théoriquement, ils peuvent vous dire, vous avez signé 2 contrats distincts, vous vous débrouillez. D'accord. Bon. Donc c'est pour ça que justement, ça fait partie notamment de la notion qu'on va aborder juste après, qui concerne ce que j'appelle moi les pièges contractuels, qui sont très importants à éviter et de bien prendre en considération lors de la signature du contrat. Oui, tout à fait, Miled. Donc, dans ces pièges contractuels, on peut retrouver certains qu'on a vus déjà un peu en téléphonie. Ça va être les clauses de non-résiliation pendant toute la durée du contrat. Donc, ces clauses de non-résiliation, pareil, il faut bien faire attention dans les conditions générales à la partie qui y est dédiée, qui est généralement appelée durée, résiliation ou résiliation tout court. Ensuite, il faut faire également attention du coup aux engagements qui sont dissimulés sur plusieurs années. Ça peut être par exemple des contrats qui indiquent des mensualités, qui ne sont pas vraiment des mensualités, mais au trimestre, des paiements au trimestre. Et ça peut vite induire en erreur les agents. Donc, il convient vraiment de vérifier la durée totale qui va être indiquée soit en toute petite ligne en dessous. C'est comme Miled l'a indiqué tout à l'heure, on arrive dans un monde où les petites lignes, elles sont vraiment de plus en plus petites et difficiles à décrypter pour les agents parce que parfois on se dit c'est pas si important, le principal est mis dans les conditions particulières, alors que pas du tout, les pièges sont là. Donc, quand on vous demande des règlements au trimestre, vraiment bien vérifier la durée, soit en dessous ou, pareil, dans les conditions générales à la partie durée.
Et ensuite, là où aussi il faut faire attention, c'est au niveau de la facturation après la restitution de votre matériel. Il convient donc de vérifier les clauses, souvent intitulées clause de restitution du matériel ou clause relative aux pénalités et frais de remise en état lorsque vous rendez par exemple du matériel incomplet ou abîmé, voire détérioré. Donc là, ils peuvent faire des devis, ils peuvent vous demander le paiement ensuite. Donc, il faut vraiment bien vérifier ces clauses-là. Voilà. Voilà pour les pièges principaux à effectuer dans ce type de contrat. Quelques notions juridiques parmi les des petites réponses. Ouais, je voulais vous apporter du coup, une fois que maintenant que Aurélie nous a bien énuméré les pièges que vous pouvez rencontrer dans le cadre de la souscription de ces contrats. Je vous avoue, la slide est un peu indigeste. Il y a énormément de choses à dire et à soulever. Et je vous ai notamment mis de la jurisprudence qui peut être intéressante. Bon, par contre, j'ai pris que des arrêts récents, parce que voilà, d'habitude en droit, on vous envoie souvent des arrêts de 2015, 16, 17. J'aime bien coller au plus près de l'actualité. Petit rappel, Aurélie l'a indiqué dans ses premiers propos. Il est tentant d'invoquer les clauses abusives et les obligations d'information qui découlent du Code de la consommation. Et d'ailleurs, vous noterez, si vous avez la curiosité d'aller lire les arrêts que je vous ai cités, souvent, les avocats, en général, ils mettent tous les fondements possibles donc, qui permettraient de défendre et qui vont dans le sens de leurs clients. Souvent, c'est invoqué. Néanmoins, comme on vous l'a indiqué, il ne faut pas compter là-dessus parce que c'est écarté, vous n'avez pas la qualité de consommateur. C'est dans le cadre de votre obligation professionnelle, de votre profession tout simplement que vous agissez. Donc ça, ne comptez pas trop là-dessus. Néanmoins, ce qui est sympathique et que j'ai oublié de vous noter, mais je vous le rajouterai si on peut transmettre le PowerPoint, c'est que le Code civil, donc depuis sa réforme de 2016, a intégré une notion qui se rapproche en fait de l'obligation d'information précontractuelle. Donc c'est l'article 1112-1 du Code civil. On nous dit celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son co-contractant. Ce qui est intéressant, c'est la sanction qui intervient en cas de violation de cette obligation, donc notamment dans le cas où on vous omettrait de vous indiquer certaines modalités contractuelles, certains frais cachés. On nous indique que, outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues, etc., dans les autres codes du Code civil. Ce qui, en gros, pour résumer de façon digeste, en gros, on peut prononcer la nullité du contrat. Cette notion, alors je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec, c'est qu'en gros, nullité du contrat, c'est que juridiquement, on va considérer que le contrat n'a jamais existé. Du coup, ce qui veut dire que vous allez devoir restituer l'ensemble du matériel aux frais de l'agence et aux frais du prestataire, et que ce prestataire vous devra vous rembourser l'intégralité des sommes qui ont été versées à son profit. Ensuite, autre chose qui est nécessaire aussi, toujours dans le cadre de cette obligation d'information précontractuelle, c'est du coup de déterminer quel type de contrat a été souscrit. Notamment, est-ce que c'est un contrat de location longue durée ou une location avec option d'achat? Par exemple, vous dites, je souhaiterais en fait louer dans un premier temps le matériel, puis si ce dernier me convient et qu'il est fiable, l'acheter en fin de contrat, et que le commercial que vous avez au téléphone vous dit, alors en effet, cette possibilité vous est ouverte, mais ne le retranscrit pas dans les conditions particulières et dans les conditions générales du contrat. On va considérer que c'est une location longue durée sur le papier. Location longue durée, en gros, vous louez le matériel, à terme du contrat, vous ne serez pas propriétaire. La seule possibilité qui vient derrière, c'est soit on résilie le contrat de location de matériel, soit on reprolonge pour une nouvelle durée. Voilà. Mylène, excuse-moi, je te coupe. Je profite justement de ce que tu es en train de nous dire pour aussi alerter sur ces mensualités de location, justement. Bien faire attention au moment où vous allez procéder à ce type de contrat de location.
de calculer combien ça va vous coûter cette location de longue durée et voir si au final, ça ne va pas vous coûter plus cher que d'acheter le matériel neuf. Hein, parce que ça aussi, ça se voit. Il y a des prestataires qui profitent un peu de la situation et qui vont se dire, ben voilà, vous avez des mensualités, je ne sais pas, de 500 € pour 3 photocopieurs. Et puis, ça va être des paiements au trimestre. Et puis, bah, c'est là où justement, il faut faire attention au niveau de la période, ce qui est vraiment précisé, et calculer le nombre de trimestres pour arriver jusqu'à la fin de cette période et voir combien ça va vous coûter. Parce qu'on peut très vite arriver à du matériel qui va vous revenir 10 000 € alors que vous auriez pu l'acheter neuf à 6 000. Donc, bien faire attention à calculer au niveau des mensualités, aux avantages, aux inconvénients. Est-ce que ça vaut le coup de signer ce type de location longue durée? Faites très attention. C'est voilà. Ça, en plus, ça, il faut vraiment le faire en amont parce que si vous signez et qu'au bout de 6 mois, vous vous rendez compte, en fait, c'est trop cher, c'est pas un motif légitime de rupture du contrat. Donc ça, vraiment, il faut bien chiffrer. Moi, ce que je recommande dans ces cas-là, c'est de tenir une sorte de tableur Excel en fait, qui permettrait, voilà, dans lequel vous rentrez les trimestres, alors, si vous avez par exemple tout en un, le montant des communications, du contrat donc, de téléphonie Internet, et d'un côté, les loyers donc, liés à la location du matériel. Voilà. Et donc déterminer aussi est-ce que c'est un loyer ou derrière il y a une option d'achat, c'est-à-dire vous pouvez vous porter acquéreur ou pas du bien, ou alors si c'est une location longue durée, auquel cas voilà, si vous êtes au-dessus du prix neuf du matériel et que vous l'avez loué pour 3 ans et que voilà, économiquement l'opération ne sera pas rentable. Donc là vraiment il faut bien être vigilant là-dessus. Voilà. En outre de cette action, pour en revenir sur le sujet, pardon, en outre de l'action de 1112-1, donc sur l'obligation d'information, il y a possibilité aussi d'avoir une action en nullité du contrat qui est fondée donc notamment sur le DOL. Le DOL, en gros, c'est des manœuvres qui visent à induire en erreur l'agent général et d'utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour qu'en fait ce dernier souscrive au contrat. Donc voilà, donc notamment il peut y avoir des erreurs sur le prix ou sur, du coup, comme je vous l'ai indiqué, sur l'objet du contrat. Donc vous pouvez à la fois invoquer 1112 et 1130 et suivantes du Code civil. Et concernant le DOL aussi, alors bien qu'on vous dise des choses, ça peut aussi relever du fait qu'on ne vous dise pas des choses. C'est-à-dire que le fait de vous dissimuler sciemment des informations, c'est ce qu'on appelle du DOL par réticence, de ne pas vous communiquer ces informations. Pareil, c'est sanctionnable par le droit commun édicté par le Code civil. Pour la suite, donc, outre le cas de la nullité, lorsque celle-ci n'est pas invocable, donc si on part du principe que les contrats sont valides, il y a d'autres façons de résoudre par le droit commun des litiges avec le prestataire. Le cas le plus simple, c'est lorsque ce dernier n'arrive pas à exécuter la prestation. Du type, voilà, le contrat de téléphonie ne marche pas, ça fait 3 mois enfin 3 mois c'est un peu long, mais 2 semaines que la ligne est coupée, vous n'arrivez toujours pas, malgré les échanges, les mails, les appels, à résoudre la problématique. Là, la première idée à faire, c'est viser, donc toujours pareil, le Code civil, et c'est tout ce qui concerne l'inexécution contractuelle, les articles 1217 et suivants. 1217, donc pareil que je n'ai pas noté, c'est en gros, vous exécutez pas, je vous mets en demeure de réaliser la prestation et en plus, je peux vous demander des dommages-intérêts pour le préjudice que je subis. Voilà, donc ça, c'est à régler, à tenter envers le prestataire. Et puis, si ce dernier ne marche pas, on a un mécanisme que j'aime bien, qui est très sympathique et aussi pareil, qui a été réformé en 2016. C'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. 2 articles à voir, donc le 1219, qui était dicté ainsi. Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Toujours pareil, notez le suffisamment grave. Deuxième point, le 1220 qui est donc le suivant, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle, et cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Donc là, alors il y a certes, on vous l'impose que pour le deuxième texte. En gros, pour moi, les 2 idées se rejoignent, je simplifie, mais les 2 idées se rejoignent. C'est que si
vous devez notifier, si vous devez suspendre le paiement d'une obligation, vous devez absolument écrire un recommandé avec avis de réception une première fois en demandant au prestataire de s'exécuter, en rappelant les faits. Vous dites, voilà, ça fait 8 jours que mon téléphone, Internet, je n'ai pas accès à Internet. Je vous somme d'intervenir dans les plus brefs délais. Je vous laisse voilà, 8 à 10 jours pour intervenir. À défaut, si vous ne le faites pas, je suspendrai mon obligation tant que ce ne sera pas rétabli. Néanmoins, toujours pareil, ce mécanisme est sympathique, mais il peut être dangereux, notamment dans le cas que je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous ai dit au tout début, contrat tout en un, location, téléphone, Internet, mobile. Il faut veiller à cibler un de ces 4 contrats et pas l'intégralité des échéances. Parce que dans ces cas-là, vous pouvez être condamné pour, en gros, rétention abusive des paiements et du coup, vous serez vous-même condamné pour inexécution contractuelle. Dans ces cas-là, si la faute est suffisamment grave et que vous souhaitez vraiment envisager une rétention globale, dans ces cas-là, il est souvent recommandé de passer par une décision de justice, si c'est si grave, une décision de justice, en fait, en référé, qui vous permettrait de demander au juge de pouvoir retenir les paiements, de les retenir auprès de la Caisse des dépôts et de conciliation. Donc, en gros, vous ne versez pas le montant au prestataire, mais vous justifiez votre bonne foi en consignant donc toutes ces sommes sur un compte séquestre qui, en fait, sera, dont le montant, en fait, seront libérés si le prestataire s'exécute. Voilà. Donc ça, c'est très important. Je le souligne, si vous voulez retenir tous les paiements, l'intégralité des paiements, moi je recommanderais d'avoir une décision en référé qui permette du coup de soulever en fait cette possibilité de consigner. Point de vue jurisprudence. Alors là du coup c'est un peu fourre-tout. J'ai 3 arrêts. Alors le dernier, j'ai pas pu me le procurer parce qu'il est assez récent et que c'est le tribunal judiciaire de Strasbourg qui l'a rendu. J'en ai 2 qui sont en faveur des agents immobiliers. Donc normalement, comme je vous dis, si le PowerPoint peut être communiqué, j'ai les liens en fait qui sont dessus et c'est redirigé vers le site. Le Oui, en premier, fait, c'est une décision. on l'envoie à chaque. Pardon, je vous ai coupé, Milad. En fait, à chaque webinaire, dans l'après-midi, je transmets à la fois vos coordonnées si les agents veulent vous poser des questions complémentaires et je transmets également le support. Donc, ils l'auront. D'accord, bon, c'est parfait. Vous serez hyper bien renseigné dans ce cas-là. Du coup, j'ai un premier donc, qui est un arrêt donc, qui est rendu par la Cour d'appel de Bordeaux. Alors là, je n'ai pas le fondement de la première instance, mais théoriquement, là, en l'espèce, c'est la société commerciale de télécommunications qui est donc connue sous le nom SCT, mais qui exploite sur la marque Cloud Echo. Donc, on a pareil, nous, plein de dossiers sur le sujet, qui en fait réclame des indemnités et des remboursements dans le cadre d'une rupture abusive d'un agent, enfin une rupture anticipée. Là, en l'espèce, le tribunal de première instance, de ce que j'ai comme information, avait sanctionné en disant justement que l'article 1112-1 n'avait pas été respecté. Donc, du coup, une information importante a été dissimulée à l'agent. Et donc, du coup, tout le droit à indemnité qui avait été sollicité ont été rejetés. Toutes les demandes ont été rejetées. Et c'est même la société qui a été condamnée à payer, en gros, tous les frais de procédure et d'avocat à l'agent général d'assurance. Arrêt très intéressant. Ouais. Le deuxième, oui. En effet, hein. Ça concerne du coup la cession de contrat. Donc là, du coup, il y a 2 moyens qui ont été soulevés. C'est toujours pareil, un agent général d'assurance transmet les contrats téléphonie fixe Internet à un agent général successeur, mais quand même toutefois dans le même moment maintient 2 lignes téléphoniques pour son compte. Un jour, on ne sait pas pourquoi, la SCT, toujours pareil, Cloud Echo, se réveille et dit, bon, ben, en fait, votre successeur a résilié la ligne téléphonie fixe et mobile, donc je vous demande de me régler les contrats qui ont été transférés, et en plus, je vous demande de me régler les contrats de téléphonie qui ont été en cours. Problématique
concernant les contrats téléphoniques fixes et mobiles, du coup, on ne peut pas le demander à l'agent sortant. Pourquoi? Parce que du coup, il y a eu le transfert des lignes qui a été acté. Et en plus, dans le dossier, la compagnie Cloudeco avait adressé les factures suivantes donc, au successeur. Donc, du coup, on ne peut pas demander à l'agent précédent de régler. C'est au successeur de se débrouiller, tout simplement. Et ensuite, il y a une prescription qui a été soulevée, c'est qu'en effet, dans le cadre des téléphonies mobiles, on rentre dans des dispositions particulières qui sont édictées de mémoire aux articles 33 ou 34 du Code des télécommunications. C'est que vous avez une prescription de 1 an pour réclamer les règlements de consommation de téléphonie. Donc là, du coup, Cloudeco, malheureusement, se fait éjecter de toutes ces demandes et pareil, est condamné à payer les frais de procédure qui, en l'espèce, si l'information est pertinente, mais s'élève à plus de 3 000 € et plus les dépenses d'instance, frais de huissier, etc. Dernier cas, donc j'aime bien pour finir négativement, mais bon, c'est un cas très particulier, c'est qu'il y a un agent général donc, à Strasbourg qui a été condamné à verser des dommages et intérêts et des indemnités au profit de l'agent. Alors déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que là, malheureusement, dans un premier temps, l'agent ne s'est jamais manifesté auprès de la juridiction ni son conseil. Donc déjà, forcément, très mauvais point lorsque voilà, on vous assigne et que vous ne venez pas. Mais en revanche, le point positif là-dessus, c'est qu'il y a eu une décision de non-cumul des indemnités. Parce que comme je l'avais indiqué en tout début de conférence, vous avez une indemnité de rupture anticipée qui est égale en gros aux mensualités restantes. C'est-à-dire, par exemple, là, vous résiliez, vous avez souscrit un contrat 2020-2025, vous résiliez en 2023, en janvier 2023, on va vous demander de régler tout ce qui est l'année 2023, 2024 et 2025 par anticipation. Et en plus, on vous rajoute 10% de cette somme-là pour, en gros, réparer le préjudice subi par le prestataire commercial ou le prestataire de location matérielle. Là, la juridiction a accordé donc toutes les indemnités, sauf celles qui concernent les dommages et intérêts donc, qui viennent en supplément. Donc, en gros, on leur a dit tout ce qui est indemnité anticipée 2023-2025, vous les réglez. Mais par exemple, les 10% qui correspondent à votre préjudice complémentaire, ça, on vous le refuse. Pourquoi? Parce qu'on va estimer que le règlement anticipé vient régler votre préjudice. C'est un peu technique, mais du coup, voilà, on vient quand même adoucir la sanction de l'agent. Et puis, si jamais on vous reproche un jour, on revient vers vous pour vous demander ces 10%, vous revenez nous voir et puis nous, on évoquera cet arrêt du tribunal judiciaire. Voilà ce que j'ai en l'état. Puis par contre, si vous voulez cet arrêt du tribunal judiciaire, de toute façon, nos coordonnées seront communiquées. On vous les fera parvenir par retour de mail. Il n'y a pas de souci. Ma petite conclusion, si tu me permets, très chère Aurélie, parce que j'ai été un peu bavard sur ce point-là. Je vais faire donc du coup de la répétition, donc de la pédagogie. Donc c'est bien, il faut, Mylène, vous avez raison. Exactement, il faut que ça rentre, parce que mine de rien, ah oui, petit point, les litiges liés aux téléphonies, nous, dans ce qu'on a déclaré et qui est en cours, on a actuellement, on est un peu, on est dans les à peu près 100 chiffres réellement arrêtés, parce que les dossiers seront toujours en cours. On est actuellement à une quinzaine, voire une vingtaine de milliers d'euros de dépenses, voilà, dans le cadre de litiges avec tes prestataires téléphoniques, sans tous les citer. Que avec les agents AGA, du coup. C'est ça, qu'avec l'AGA. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, moi, très simple, en conclusion, je vous dirais, avant de vous engager, prenez le temps de bien cibler déjà vos besoins. C'est-à-dire de quoi, qu'est-ce qu'il vous faut? Une ligne téléphonie fixe, 3 mobiles, option cloud, pas cloud, etc. Ça, c'est à vous de cibler les demandes et pourquoi pas notamment passer par un courtier en informatique pour avoir les informations nettes et précises. Premier point, ne jamais prendre une décision donc, et signer sous la pression. Jamais. On prend le temps, on met en concurrence les principaux devis et CG qui vous seront présentés. On prend le temps, on lit bien les petites clauses, tout ce qui est notamment clause de durée, clause d'assurance, clause de responsabilité, clause de rupture anticipée du contrat,
délai de résiliation et de préavis à respecter. Tout ça, c'est important. Donc, bien déterminer, bien lire toutes ces petites clauses et réaliser, donc pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit tableau Excel pour bien recenser les périodes d'engagement et les délais de résiliation, déterminer le contenu des prestations, etc., etc. Normalement, avec ces premières informations, vous serez en mesure de prendre une décision claire et qui ne seront pas lourdes de conséquences pour votre activité. Merci beaucoup, Milan. Alors, j'ai une dernière question. On me dit, quid de l'argument du prestataire qui invoque une défaillance technique pour se dédouaner, entre guillemets, de l'inexécution du contrat, surtout quand ils disent que le problème technique est de la responsabilité de l'agent et non de la leur. D'accord. Moi, dans ce contexte-là, alors de l'agent, ce serait pourquoi? Parce que l'agent n'aurait pas le matériel ou les prises adéquates permettant l'exercice, enfin le passage de la bande ou la Je communication. pense que ça doit être à peu près ça, oui, je pense. Moi, dans ces cas-là, j'arguerais pareil sur la formation du contrat en disant que le prestataire était informé, il devait s'informer sur les besoins de l'agent et que c'était à lui d'en informer en disant, ben voilà, si vous avez telle installation, par exemple cuivre, qui est amenée à cesser, il faudrait que vous envisagiez de passer à la fibre. Et là, en effet, on aurait dû, dès le départ, vous indiquer que la fibre est envisageable et qu'il fallait l'installer dans le cadre de la souscription de la prestation téléphonique. Non, moi, dans ce cas, je partirais directement sur la responsabilité et l'obligation d'information de la société de téléphonie. C'est à elle de se renseigner, enfin, d'avoir l'information sur ce qui est de l'installation actuelle de l'agent et des besoins de l'agent. C'est à elle de cibler. C'est comme ça que j'arrive. Oui. Aurélie, est-ce que vous avez un petit mot aussi pour la fin ou Milal a tout bien résumé? Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu la base pour les agents aussi lorsqu'ils doivent dire à leurs clients de bien lire en effet les petites lignes du contrat qu'ils souscrivent avec eux, parce que du coup, ils leur donnent des CG et que on sait souvent que ça n'est pas lu par les clients. Donc, ce bon conseil qu'ils donnent à leurs clients, il faut aussi qu'ils se l'appliquent et donc, je retiendrai sur tout ça. Mais Aurélie, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Les plus mal chaussés. Hein. Oui, puis en plus, il y a beaucoup d'intox. Dans la d'intox. précipitation. Ouais, et puis surtout, il y a beaucoup d'intox qui circulent sur Internet en disant que oui, mais en fait, dans le cadre de ces contrats-là, j'ai potentiellement un délai de rétractation. Non, c'est faux. Donc, c'est pour ça, on se laisse beaucoup aussi influencer par les sources diverses et variées du droit. Et bon, ça après, ça relève aussi de notre domaine. C'est pour ça qu'on vient aussi sensibiliser sur ces thèmes-là et dire, voilà, il ne faut pas écouter tout ce qui se dit sur les réseaux et sur les internets et prêter attention à ce que vous signez. C'est ça. Mamilède a parfaitement. De plus en plus, on a des cas de. Ah, pardon, excusez-moi, Aurélie. J'ai dit dire de plus en plus, on a des cas où ils écoutent l'IA aussi. Ils demandent à l'IA et du coup, l'IA peut parfois aussi leur donner de mauvaises réponses. Donc, Oui. ça, j'irais plutôt dans le sens de moi, ma conclusion qui était celle de dire qu'en tous les cas, les agents n'hésitent pas à vous appeler parce que vous êtes une super équipe dynamique, toujours à leur écoute. On n'a que des bons retours à chaque fois qu'ils vous ont. Donc voilà, c'est vraiment ne pas hésiter en tous les cas à faire appel aux professionnels que vous êtes plutôt qu'à, comme vous le dites, les réseaux, l'IA ou autres outils à côté. Tout à fait. Surtout que l'IA, dans l'absolu, on n'a rien contre. Après, c'est un outil qui est encore perfectible et qui doit encore se perfectionner. Mais c'est vrai qu'au niveau des ressources, en fait, c'est pas tant l'IA qui pose problème, c'est plutôt les sources dans lesquelles elle va puiser l'information qui le sont. Donc c'est pour ça, en fait, il faut toujours, quand on utilise une IA, bon, après on dépasse un peu le cadre de la formation, mais toujours avoir ce sens critique. Se dire, voilà, avoir cette démarche de se dire, OK, on me transmet une information. Un, quel est le fondement juridique? Et deux, d'où est-ce que vient l'information? Est-ce que l'information juridique qui m'a été donnée est récente ou est ancienne? Voilà. Et qui est la source? Et est-elle valide aussi? C'est ça, tout à fait. Voilà. Merci Milène, tu as très bien conclu pour moi aussi. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Et bon, du coup, on a quelques points en supplément. C'est ça, vu qu'on est fiers aussi d'assurer la prestation d'être assureur de protection juridique, que ça fait des années qu'on est avec vous et qu'on prend toujours un grand plaisir à venir à votre rencontre dans les divers événements qui sont organisés. Et puis de vous avoir aussi au téléphone
et aussi par mail. Donc, moi, j'avais envie de vous ajouter en plus quelques pièges en complément de ces contrats de téléphonie et de location à éviter. Et j'en ai donc 3 recensés principaux, pareil, donc qui viennent surtout des extractions de nos bases de données. Donc, j'avais envie de vous faire un petit point sur ces 3 éléments que vous voyez. Dans un premier temps, alors le copyright troll, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je ne sais pas si vous, les anglophones, ça. Alors là, je parle pour les agents, je sais qu'ils n'aiment pas trop ça, pour le coup. Pas tous, mais certains n'aiment pas trop ça. Alors, je vous laisse expliquer du coup. Ouais. Ouais, en gros, c'est le fait pour certaines sociétés de recouvrement ou avocats, en fait, de recenser les images utilisées sur les sites internet et qui viendraient en violation de droits d'auteur. Voilà, lorsque ça arrive régulièrement, il y a beaucoup d'agents qui sont contactés et on leur dit, bah, écoutez, par courrier, donc souvent par courrier simple dans un premier temps, ou par mail, en disant, bah, écoutez, l'image que vous exploitez sur votre site, il me semble qu'elle n'est pas du tout votre propriété et qu'il y a un auteur qui est recensé. De ce fait, vous violez donc un droit. Vous violez un droit et dans ce contexte-là, nous, on vient vers vous pour solliciter une indemnité au profit de l'artiste, parce que l'artiste a fourni une prestation et elle est exploitée à son insu. On dirait Richard Virenque qu'à l'insu de son plein gré. Et donc, il faut le dédommager. Voilà. Donc, dans un premier temps, alors en revanche, sur le fondement juridique, c'est valable. Donc, du coup, ce que je vous d'abord en amont, ce que je vous invite à faire, c'est à vérifier les licences, donc rechercher les mentions légales qui accompagnent l'image. Utiliser en fait des outils comme Google Images ou TinEye, alors celui-là je ne connais pas, mais qui permettent de retrouver l'origine de celle-ci et de vérifier s'il y a un droit d'utilisation ou non qui est indiqué dessus. Et donc consulter l'ensemble des banques d'images officielles et privilégier les plateformes connues qui indiquent clairement les conditions d'utilisation. Voilà, est-ce que c'est libre de droit? Si c'est libre de droit et qu'il n'y a pas un droit d'auteur là-dessus, il n'y a pas de souci, je peux l'utiliser. S'il y en a, je fais demi-tour, je passe sur une autre sélection d'images. Néanmoins, si vous recevez ce courrier simple, ce mail ou ce recommandé, qui sollicite donc une indemnisation, ce que je vous inviterai à faire, et c'est nous pour l'instant notre seul point de défense qu'on a réussi à élaborer, c'est demander le mandat de représentation. C'est-à-dire en quoi vous, société d'avocats ou société tierce de recouvrement de créances, vous êtes légitime à demander une indemnité au profit d'un tiers. Si vous avez un mandat, il n'y a pas de souci, on peut envisager une indemnité. S'il n'y en a pas, eh ben, dans ce cas-là, passez votre chemin. Et pour l'instant, j'ai envie de vous dire, c'est du quasi 100% de réussite. Non, c'est du 100% de réussite. On n'a pas de retour sur le mandat. Voilà. Ce qui ne vous empêche pas de bien vérifier que l'image est disponible ou pas. On me demande quelle plateforme reconnue par rapport à votre intervention. Pour les plateformes, je vous avoue, je n'en ai pas là en tête. Mais via les outils de Google, normalement, vous devez arriver à ce qui est en fait avec l'outil Google et Google Images, vous arrivez en fait à ces banques de données là. Là, je vous avoue, j'ai pas précipité la recherche plus en fond, mais ça se trouve assez facilement. C'est pas une information qui est cachée. Ok, ça marche. Téléprospection. Ouais, autre point qui m'est très cher, c'est la téléprospection. Alors là, je me suis permis. Alors, je ne sais pas si vous tous avez suivi l'actualité, notamment qu'on partage avec AGA, mais souvent, on fait un petit rappel sur la téléprospection et notamment 3 prestataires qui nous inquiètent et qui, à ce jour, ont causé beaucoup de soucis. On est sur une vingtaine d'agents qui ont été victimes de ces 3 opérateurs qui sont cités. On a donc la société Babono, on a la société Bruffer et la société BML. Dans le cadre de ces conventions-là, en fait, les 3 prestataires vous abordent et vous disent, voilà, nous, dans le cadre du développement de votre activité, on vous propose diverses formules de téléprospection. Donc, on s'engage à vous apporter 10 ou 20 clients et on va vous facturer ces 10 ou ces 20 à hauteur de, je sais pas, je crois que de mémoire, je crois que c'est une centaine d'euros le client. En général, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à exécuter la prestation, on vous envoie un client,
Le deuxième colle pas vraiment à ce que vous vous attendiez. Alors, par exemple, vous souhaitiez vendre de l'assurance vie, mais on vous envoie un peintre qui cherche une RCD, donc ça colle pas. Et puis après, plus de nouvelles. Vous avez payé, parce que forcément, ces prestataires vous demandent un paiement d'avance, mais eux ne s'exécutent pas. Et la problématique, c'est qu'on a beaucoup de dossiers qui partent sur le terrain judiciaire. Et à ce jour, dans le cadre de ces dossiers-là, on est à peu près, nous, à 8 000, c'est pas énorme, mais on est à peu près à 8 000 € de dépenses. Mais la problématique, c'est qu'on a énormément d'agents aussi qui renoncent à ces recours-là parce que le montant réclamé est tellement dérisoire par rapport aux frais de justice qu'ils renoncent. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vérifier, là, c'est la discrimination pure. Mais lorsque vous voyez ces noms affichés au moment d'une prospection, d'une réception de mail, je vous invite à ne pas donner suite. Ne souscrivez jamais un seul de ces contrats auprès de ces prestataires. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Autre point aussi qu'on souhaitait évoquer. Oui, les faux services publics. Voilà, c'est à la mode aussi. Ça a été à la mode, ça a été un petit peu relâché. Et puis là, on peut dire que ça revient en force. Alors, quelques exemples. Par exemple, on peut trouver des faux courriers liés au document unique d'évaluation des risques professionnels, la DUERP, où les entreprises vont recevoir des courriers ou des emails alarmants qui prétendent provenir de l'inspection du travail ou d'une administration officielle, leur demandant de payer pour ce qu'ils appellent une formalisation express et ainsi éviter une amende. Voilà. Donc, généralement ces courriers-là, forcément, il y a le logo officiel. On peut retrouver peut-être la Marianne, etc. Il y a aussi l'inspection du travail aussi qui est bien limitée. À savoir qu'aucun service public ne demande de tels règlements ou ne menace d'amende par courrier ou par email. Ensuite, vous pouvez aussi avoir des faux appels, voilà, relatifs à la fiscalité, donc les impôts, ou la sécurité sociale, l'URSSAF ou des choses comme ça, où on vous invite à cliquer sur un lien pour remplir un formulaire pour une mise à jour de votre fiche, je perds mes mots, Mylène. Client. Pas de votre fiche client, hein, mais oh purée, fiscalité. Je perds mon mot. Votre fiche personnelle ou professionnelle, voilà, sur les impôts, pardon, excusez-moi, ou au niveau de l'URSSAF. Bien évidemment, ils vont profiter de ce formulaire pour vous demander les coordonnées bancaires. Donc, bien évidemment, c'est faux. Les impôts vous enverront pas de demande de mise à jour comme ça par des mails ou par téléphone pour vous demander autant de renseignements et surtout concernant du coup votre RIB ou la carte bancaire. Il y a aussi des faux sites internet qui utilisent des adresses très similaires aux services publics. Donc ces plateformes imitent notamment à la perfection les interfaces pour les cabis, un peu comme Paper. Mais Paper, c'est valide. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des entreprises qui vont prendre des logos pareils ou des adresses mail très similaires, sauf qu'à la fin, vous allez voir, ils rajoutent des petites choses qui font dire que ce n'est pas du tout ce site officiel. Et ils vont en profiter pour vous demander aussi des prestations payantes si vous voulez rester à vue ou mettre à jour également des données vous concernant. Et vont vous demander de payer. Ils vont profiter de ce premier paiement, en fait, pour venir vous arnaquer encore plus. Ça, on le trouve, on va dire, par exemple, bon, rien à voir avec une prestation d'un service public, mais dans la vie privée, vous avez l'habitude de commander des choses, etc. Et parfois, on va recevoir un texto de Mondial Relais, par exemple. Vous avez le logo qui est similaire, tout est pareil, et ils vont vous demander de cliquer sur un lien en disant que voilà, le livreur n'a pas pu accéder et qu'il faut reprogrammer la livraison. Ils vont vous demander de cliquer sur un lien et tiens, c'est payant. À savoir que, par exemple, Mondial Relais ne demandera jamais de règlement pour reprogrammer un rendez-vous. Et encore faut-il que vous ayez commandé quelque chose
Mais parfois, avec le travail, on a le doute, ça peut arriver. Mais voilà, par exemple, dans la vie privée, ce type d'événement où le logo est parfaitement reproduit. Là aussi où il faut faire attention, des personnes qui démarchent en se faisant passer pour l'office du tourisme, par exemple, d'une commune. Donc, pareil, ils vont reprendre le logo de la commune, le cacher parfois aussi, c'est vraiment très troublant, en indiquant que, voilà, dans le cadre de pour répertorier tous les professionnels de la commune, il faut souscrire, voilà, tous les professionnels de la commune doivent souscrire à ce livret d'accueil pour les résidents et forcément, c'est payant. Donc, oui, ça peut exister, mais assurez-vous, n'hésitez jamais à appeler la mairie pour savoir si oui ou non cette personne appartient à leur service. Et de même, si vous retombez sur des courriers ou des courriels qui sont très, très parlants et où vous avez le doute pour les impôts, l'URSSAF ou autres, n'hésitez jamais à appeler directement la Direction générale des impôts ou l'URSSAF pour savoir si oui ou non ils sont l'auteur de ce courrier. Voilà. Ça aussi, il y a un moyen simple de vérifier l'information, c'est l'adresse mail de l'expéditeur. Donc, souvent, regardez les arrobases, est-ce que c'est le nom d'un service d'État, est-ce que c'est le nom d'une commune, est-ce que, voilà, c'est tous ces éléments à regarder, il faut vraiment regarder ce qui se passe derrière le arrobase. Voilà, c'est un premier élément. Donc, si on vous dit Jean-Claude arrobase xvrd mailing.fr, c'est pas la commune qui va vous écrire. Non. Une astuce simple, mais j'aime bien rappeler de temps en temps. Et sachant qu'ils deviennent aussi de plus en plus doués pour, oui. Et donc, pour changer après le hâte. C'est ça, il faut regarder les fautes d'orthographe, etc., de la commune. Plein d'éléments, mais après, c'est du cas par cas. Mais de toute façon, s'il y a un doute, il faut contacter la commune. Bon, voilà pour ces petits suppléments qui sont importants et que vous pouvez rencontrer au quotidien également. C'est ça. Merci pour ces petits tips, en effet, et bonnes pratiques. J'ai une dernière question. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter avant la signature d'un contrat pour vous poser les éventuelles questions qu'ils auraient pour justement éviter ces pièges? Alors, absolument. Ce que je vous invite à faire dans ces cas-là, c'est donc prendre notre adresse mail qui, de toute façon, vous sera communiquée en fin de réunion. Vous nous dites quelles clauses vous posent problématique et nous, on peut les analyser avec vous. Voilà. On peut regarder les contrats. Après, regardez si tout le contrat est valide. Ça relève plus du conseil de la profession d'avocat qui, lui, en fait, vous fera une réponse détaillée avec de la jurisprudence. Mais nous, on peut regarder la lecture de certaines clauses particulières pour vous aiguiller et vous dire vous renseigner juridiquement sur l'application de cette clause ou pas. Bon, bah super. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de vous avoir. Et puis, bah, du coup, je transmets le support et vos coordonnées aux agents. Et puis, bah, je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à très bientôt. Enfin, je vous dis à très bientôt aux agents en tous les cas. Et bien également, Merci à très bientôt. Puis merci pour votre patience et votre écoute. Et puis à très vite et bon appétit. Merci aux participants. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.